Et nous voilà de retour sur le plateau du studio TV des rencontres Cœur de Ville après cette deuxième séquence d'ateliers sur les enjeux de demain. Et pour répondre aux questions que vous avez posées pendant ces ateliers, je suis toujours en compagnie de Michel-François Delannoy. Et nous allons avoir en multiplex également avec nous Françoise Reynaud, qui est adjointe au maire de La Roche-sur-Yon et présidente de la SAS Métropolis Orion. Bonjour Françoise Reynaud. Et également bonjour avec à vous tous. Bonjour, et également présent Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération. Bonjour Denis Thuriot. Bonjour à vous. Et merci d'être avec nous ce matin. Donc pour cette session de questions-réponses, et la première est pour vous, Michel François, sur la problématique de l'écologie. Considérez-vous que la lutte contre les îlots de chaleur est un levier qui permette d'œuvrer en faveur de la dynamisation du cœur de ville ? Tout à l'heure, Olivier Sichel évoquait un sondage qui était réalisé d'ailleurs avec l'État et Villes-de-France sur la nouvelle attractivité des villes moyennes, des villes concernées par le programme Action Cœur de Ville, et avec notamment, c'est vraiment un élément important en termes de retournement d'image, une appétence, un désir, on peut presque dire, de ces villes moyennes du côté notamment des jeunes générations. Et quand on va un peu plus loin et qu'on creuse les raisons pour lesquelles il y a cette attractivité relativement nouvelle, même si les tendances étaient là depuis quelques années, la question de la qualité de la vie étant au premier rang. Le rapport à la nature, mais aussi la qualité de la vie. Et pour répondre à la question qui était posée, c'est évident qu'après les épisodes de canicule, on se souvient qu'il y a, donc l'an dernier, on a même dû fermer des écoles, puisqu'elles étaient devenues insupportables à vivre pour les enfants et le personnel scolaire, d'une manière générale. Donc cette question de la qualité de la vie dans la ville, que ce soit sur la question de chaleur, sur la qualité de l'air, sont des éléments, on le sent bien, qui deviennent déterminants dans le choix de là où on vit ou de là où on souhaite vivre. Et donc, de ce point de vue-là, les villes cœur de ville ont de formidables cartes à jouer, parce que c'est vrai que sur les questions de traitement des îlots de chaleur, sur la question de la qualité de l'air, de la qualité de la vie de manière plus générale, du rapport aussi à la nature, qui est aussi une valeur très très forte, donc justement dans cette attractivité de ces villes dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ce sont autant d'éléments sur lesquels les villes concernées par le programme Action Cœur de Ville sont amenées à prendre un certain nombre d'options, de décisions. Et l'exemple de Carpentras, qui était cité donc dans cet atelier avec d'autres villes aujourd'hui, montre que c'est vraiment une tendance. Et donc, effectivement, le traitement de ces questions de la chaleur, globalement de la résilience climatique dans les villes cœur de ville, est un élément, on le sent, qui est en train de devenir finalement une priorité. Ça n'était pas forcément au début, il y a 2-3 ans, ça le devient, et il faut vraiment qu'on puisse accompagner ce moment qui est vraiment fondamental dans la conception de la ville de demain. Alors, autre sujet important pour les enjeux de demain, c'est le e-commerce. La prochaine question est pour vous, Denis Thuriot. N'y a-t-il pas un risque de vider les centres-villes en favorisant le e-commerce et la livraison à domicile ou le dépôt en consigne ? D'abord, j'ai envie de vous dire, les risques sont les consommateurs qui vont les décider et les faire prendre aux uns aux autres. Ce ne sont pas forcément les élus, même si on peut un peu orienter ou peser. Mais pour moi, je ne parle pas forcément du e-commerce, je parle d'une nouvelle forme de commerce. On a essayé d'inciter, comme ailleurs, d'ailleurs, nos commerçants, à peu près 1 sur 2 qui s'est mis avec un site, qui s'est mis à pratiquer une forme de e-commerce ou une autre. En tout cas, on les a orientés dès le premier confinement à accélérer les choses, mais nous étions dessus en accompagnement puisque nous financions un contrat en apprentissage pour les vitrines de Nevers et du Grand Nevers depuis longtemps pour encourager justement à ces nouvelles formes de commerce. Maintenant, les consommateurs sont exigeants, ils veulent que ça soit tout de suite maintenant. Je pense que ce que l'on vit peut permettre de leur prendre un peu de recul et on voit qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour leur commerce de proximité, mais il faut accepter que ce commerce de proximité n'a pas tout à fait les mêmes délais que certains ou les mêmes stocks que certains. Maintenant, le e-commerce, c'est soit vendre en direct, mais c'est aussi pouvoir présenter, c'est ce qu'on avait fait pour les magasins fermés administrativement, lors du premier confinement notamment, une visite virtuelle des magasins fermés. Donc de pouvoir commander. Et à Nevers, nous avons mis en place, nous avons prêté une boutique éphémère pour en faire un point de retrait. Donc ça permet à la fois d'être en centre-ville, par notre manager de centre-ville, et de permettre à ceux qui sont fermés, comme ceux qui sont ouverts d'ailleurs, d'avoir des points de retrait. Donc aujourd'hui, quand on voit que des grandes enseignes, je ne citerai pas les noms, on voit lesquelles, envisage de retrouver les cœurs de ville médiane, ce n'est pas pour faire des milliers de mètres carrés, c'est pour avoir pignon sur rue et proposer un catalogue virtuel que les gens puissent venir choisir et puissent venir retirer. Donc c'est sûr qu'on est dans de nouvelles formes de commerce, c'est plus forcément l'achat immédiat, mais ça peut être
Je vais en ville, je vais voir ce qu'on me propose et je vais retirer une fois que ça sera commandé. Je pense qu'il faut le voir de cette façon-là pour considérer que ça ne viderait pas les centres-villes. Il faut tout faire, en tout cas, pour que ça soit comme ça. Et on le sait que c'est une vraie démarche personnelle d'aller consommer dans un commerce de proximité. Autre sujet qui pose pas mal de réflexions, c'est la santé. La prochaine question est pour vous, Michel François. Comment la Banque des Territoires peut-elle accompagner les élus techniquement, financièrement, sur la réalisation d'un centre municipal de santé? Des subventions directes sont-elles possibles? D'autres partenaires peuvent-ils être mobilisés? Alors, c'est effectivement l'atelier de Tulle qui montre un chemin. Il y a d'autres endroits où il y a eu aussi des expériences intéressantes dans des formes différentes. Belfort a par exemple accompagné la structuration d'un centre de santé privé, donc avec le soutien à l'immobilier, on va dire, qui a permis d'accueillir là un certain nombre de professions de santé. Tulle, on est dans une autre approche, qui est une approche plus municipale, plus publique, où là c'est vraiment la ville qui décide finalement d'organiser, de structurer et même de contribuer à la rémunération de médecins pour faire face à un risque de manque de médecins généralistes dans la ville. Donc la Banque des Territoires, là pour le coup à Tulle, elle est intervenue en ingénierie, on appelle ça l'ingénierie, c'est-à-dire on fait travailler des experts qui vont pouvoir conseiller la ville sur le meilleur montage, les financements aussi à rechercher. Et pour les financements, évidemment, il y a l'État avec l'ARS qui peut y contribuer. D'autres partenaires publics, des régions ou des départements sont parfois mobilisés sur ce sujet. La Banque des Territoires en tant que telle n'est pas subventionneur de solutions comme celle-ci. Mais elle aide à la préparation du projet, à bien le concevoir. Et quand c'est un modèle plutôt privé ou à travers l'économie mixte, par exemple, puisqu'on a aussi des exemples de SEM qui portent des projets de centres de santé, à ce moment-là, on investit, on est plutôt dans le métier investisseur de la Banque des Territoires. Il y en a un du côté de Belfort, je crois. Et il y en a exactement du côté de Belfort. Alors, on va parler foncière avec vous, Françoise Reynaud. La question, avec une foncière dans un même immeuble, comment s'opère l'articulation entre l'intervention sur l'habitat et les commerces ? Oui, merci pour la question. Donc oui, à La Roche-sur-Yon, on a développé avec la Banque des Territoires et puis également Orion, qui est la SEM de développement économique de La Roche-sur-Yon agglomération, une foncière depuis 1 an, puisque nous l'avons inaugurée en septembre 2019. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un outil de redynamisation des actions cœur de ville. Augmenter l'attractivité à la fois commerce mais aussi résidentielle. Donc on intervient sur des montages d'opérations mixtes qui ne seraient pas forcément pris par du privé parce que les montages financiers, les équilibres financiers ne seraient pas acceptables. Donc nous, on se substitue par rapport à ce privé qui n'y va pas sur des vacances commerciales et d'habitat, mais également de bureaux. Donc, ce sont des opérations mixtes avec des interventions financières qui permettent que ces opérations sortent, 60% de fonds propres et 40% de prêts bancaires. On va rester dans la thématique de la foncière avec vous, Françoise Reynaud. Restez-vous propriétaire des cellules en fin de programme de réhabilitation ou faites-vous uniquement du portage foncier avant cession ? Eh bien, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on achète les ensembles pour pouvoir être propriétaire, redynamiser, faire de la reconquête, mais on n'a pas forcément vocation dans la foncière à rester propriétaire sur tout le long terme. Donc, c'est en fonction des différentes opérations que l'on monte, en fonction des porteurs de projets. Soit ils veulent rester locataires, soit ils veulent, au bout de quelques temps, être propriétaires. Tous les montages sont envisageables en tous les cas. Ça s'adapte. Alors, la foncière, en tout cas, a suscité pas mal de questions. Une autre sur ce sujet-là, pour vous, Michel François. Comment faites-vous pour avoir un modèle économique ? Est-ce que les subventions d'équilibre de l'État suffisent à équilibrer le modèle et éviter d'avoir un modèle déficitaire ? Alors, je pense qu'Olivier Sichel
en parlera dans les conclusions de nos rencontres. Effectivement, la Banque des Territoires, dans le cadre du plan de relance donc impulsé par l'État, s'investit et va s'investir sur un programme ambitieux de développement, de structuration de ces foncières. Et la nouveauté par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 1 an, ou 2 ans, parce que nous avions vraiment initié tout ce travail sur la structuration des foncières, comme à La Roche-sur-Yon, que Françoise Reynaud vient d'évoquer. Ce qui n'était pas présent et ce qui va l'être à partir de 2021, c'est par le choix qu'a fait le gouvernement, donc la mise en place d'un fonds de soutien qui va permettre de venir finalement renforcer la possibilité pour ces foncières d'intervenir sur des opérations plus compliquées ou plus coûteuses. Quand on est par exemple sur un bâtiment où il y a des fortes contraintes sur le plan du patrimoine, parce que c'est classé monument historique ou que c'est un bâtiment remarquable, il y a des surcoûts, ou bien parce que l'immeuble est très dégradé ou qu'il y a des travaux très importants à faire, une foncière peut être finalement dissuadée d'aller sur des projets de cette nature parce qu'ils vont être très coûteux et donc creuser un déficit et donc de ce fait mettre en péril peut-être la société, puisqu'on est avec des sociétés privées bien évidemment. L'intervention de ce fonds va venir justement apporter une réponse que nous attendions depuis longtemps pour venir donc apporter par une subvention les conditions d'un équilbre de ces opérations et donc de permettre sans doute d'aller sur un nombre plus grand mais aussi sur des opérations qui jusqu'alors étaient finalement un peu en dehors du champ de ces foncières pour ces difficultés économiques qu'elles généraient presque automatiquement. Voilà, donc effectivement, un fonds à partir de 2021, mis en place par l'État, et donc qui va permettre d'aller beaucoup plus loin sur ce développement de ces solutions portées par les foncières. Par les foncières. Une question pour vous, Denis Thuriot, une question qui vient de l'atelier Saint-Brieuc. Comment organiser une mise en réseau des différents lieux Fab Lab identifiés sur le territoire ? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'il peut en exister plusieurs. On en a un, par exemple, au niveau départemental. Nous avons créé un au niveau de l'agglomération. Je pense que c'est déjà une question d'entente entre les personnes, de localisation aussi. Et puis, l'idée, c'est de faire évoluer par de nouveaux dispositifs ou de locaux qu'on va rénover d'ailleurs dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et aussi du croisé avec le plan de relance. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi à qui on s'adresse. Nous, on a monté la proposition d'offres étudiantes à pratiquement 3000 étudiants. Donc, on est devenu un pôle étudiant de proximité. Alors, même si les Fab Labs ne s'adressent pas qu'aux étudiants, on a malgré tout une présence de certains Fab Labs dans les lycées. Et on voit que, par exemple, dans notre école d'ingénieurs d'automobile et de transport, qui est la seule école publique en France, un intérêt évidemment pour y participer. Donc, voilà, je pense qu'on fait aussi régulièrement des hackathons, des compétitions, etc. Je pense qu'il faut promouvoir un dynamisme entre ces différents Fab Labs et puis peut-être, et eux-mêmes s'orientent directement sur certaines thématiques spécifiques, que ce soit la robotique, par exemple, qu'on a développée dans nos écoles pour apprendre le codage. Donc, c'est issu aussi de Fab Lab. Voilà, donc je pense que c'est aussi en lien avec ce que porte le territoire. Alors, on a démarré avec vous, Michel François, sur la thématique de l'écologie. Une nouvelle question sur le sujet. Existe-t-il un outil de mesure et de pilotage de la performance énergétique de l'école après rénovation ? Alors, ça renvoie là aussi à des sujets sur lesquels nous travaillons beaucoup en ce moment. Et là aussi, je crois qu'Olivier Sichel en parlera tout à l'heure. L'idée, c'est dans la période qui vient, puisqu'on voit bien que le sujet de la transition écologique et environnementale est un enjeu important de cette relance, et que dans les bâtiments des villes, cœur de ville, mais dans les bâtiments des villes d'une manière générale, une part importante du patrimoine communal est constituée par les écoles, et que ces écoles, on en parlait tout à l'heure avec la question de la chaleur, du traitement donc de ces épisodes de chaleur, mais d'une manière plus générale, la question de la rénovation thermique des écoles, au service aussi sans doute de la rénovation plus globale des bâtiments scolaires dans la ville, est un enjeu très important. Et donc c'est un sujet sur lequel la Banque des Territoires va s'investir très fortement dans les années qui viennent. Et
la question est intéressante parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des travaux. L'exemple de Vierzon, d'ailleurs, est de ce point de vue-là très intéressant. C'était aussi un atelier là, qui vient de se dérouler sur le sujet. Mais il s'agit ensuite de voir si l'impact qu'on attend de ces travaux de rénovation sont au rendez-vous. Et donc, effectivement, d'avoir des outils de mesure, alors, soit pour maîtriser la consommation, soit pour surveiller aussi le comportement de ceux qui utilisent les bâtiments. Bref, d'avoir vraiment un outil d'évaluation d'impact. Et donc, c'est effectivement des sujets sur lesquels il y a des réponses qu'on va pouvoir apporter. Très bien. Dernière question pour cette séquence de questions-réponses à vous, Françoise Reynaud. Une question qui vient de l'atelier de Meaux. Quelle efficacité et quelles limites voyez-vous à l'utilisation du droit de préemption commerciale? Et une fois son utilisation, par quels moyens relouer les locaux préemptés? Écoutez, ça dépend, comme je vous le disais tout à l'heure, tout dépend aussi du porteur qu'on a par rapport au projet. Mais la préemption, oui, on l'effectue de temps en temps. Ce n'est pas forcément le modèle le plus utilisé. Et puis ensuite, on peut très bien relouer et revendre par derrière. Alors, on a balayé pas mal de problématiques, et puis par rapport aux enjeux de demain, le numérique, le commerce de proximité, la mobilité, la santé, l'éducation, l'écologie. Alors, si nous vous parlions maintenant de solutions, parce que c'est pas le tout d'annoncer des problématiques, c'est bien aussi d'apporter des solutions. Vous allez entendre des apporteurs de solutions. Alors, qui sont-ils? Ce sont des dirigeants, des dirigeantes de sociétés qui travaillent beaucoup avec les collectivités. Et donc, ils vont vous présenter leur métier en vidéo. Vous aurez de 3 à 7 porteurs de solutions par thématique, 20 minutes pour les visionner. Alors, sachez que vous pouvez aussi poser vos questions pendant ces pitchs, puisque les apporteurs de solutions sont connectés en même temps que vous et ils vous répondront donc en direct via le chat. Voilà, donc il me reste à vous remercier, Michel François Delannoy, d'avoir été avec nous. Également Denis Thuriot, maire de Nevers et président de Nevers Agglomération, et Françoise Reynaud, adjointe au maire de La Roche-sur-Yon et présidente de l'ASS Métropolis Orion. Nous revenons donc dans 20 minutes pour la dernière ligne droite de cette belle matinée.